Bonjour, bonjour à tous. Alors, on attend quelques secondes encore que d'autres se connectent. Il est l'heure, on va pas tarder. Voilà, c'est en train d'arriver. C'est jusqu'à 11h02. Puis après, on démarre. Alors, on y va. Bonjour à tous. Merci d'être là encore pour ce troisième rendez-vous de nos webinaires d'automne. Aujourd'hui, nous allons... voilà, attendez, c'est encore en train d'arriver. Alors donc, pour rappel, hein, juste les micros sont coupés comme d'habitude. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous utilisez laissez vos commentaires, vos messages, vous utilisez la boîte de dialogue questions. Et on verra à prendre un petit moment à la fin pour y répondre. J'ai juste... Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, comme je vous disais, on est arrivé au troisième et avant-dernier rendez-vous de nos webinaires d'automne. Aujourd'hui, on va faire une introduction au monde de la couleur en abordant des notions de base que l'on retrouve de façon transversale hein, dans différents cas d'emploi où la coloration entre en jeu. Les plastiques, bien sûr, mais ça peut être la peinture ou le secteur alimentaire. On expliquera comment communiquer sur les couleurs et enfin comment colorer les matières plastiques. Qu'est-ce qu'on peut utiliser qu'est-ce qu'on utilise comme additif. Donc, à ce sujet, hein, juste un avertissement, on verra dans cette présentation des illustrations avec des photos de couleurs, bien évidemment, mais retenez que suivant la perception de chacun, de la nature, de la luminosité de votre écran, on peut ne pas voir tous la même chose. Voilà, donc on poursuit, j'éteins la caméra. Tac. Et on y va. Alors, si on regarde le Soleil depuis l'espace, voilà ce qu'on obtient. On voit un Soleil blanc, mais pas jaune, comme on pourrait le penser. Le Soleil, c'est notre source principale de lumière hein, sur Terre, qui émet une multitude d'ondes électromagnétiques dans toutes les directions, de toutes les longueurs, pardon, de toutes les longueurs d'onde. Tout autour, c'est le noir total, comme on voit ici, parce qu'il n'y a rien à réfléchir, il n'y a pas de matière. Excepté la Terre, hein, que l'on voit là, qui réfléchit une partie de ce rayonnement solaire pour illuminer la surface de la Terre, c'est ce qu'on voit sur la photo. Et pour voir ces couleurs, il faut réunir trois composantes essentielles que l'on trouvera d'ailleurs de façon récurrente durant cette présentation et qui font appel à des notions de mathématiques, de physique et de physiologie aussi. Alors, on revient à notre Soleil. Donc, le Soleil émet un rayonnement qui va venir se décomposer en plusieurs rayons de couleur. C'est ce qu'avait découvert Isaac Newton hein, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le spectre du rayonnement électromagnétique du Soleil, qu'on appelle, et c'est la portion qu'on appelle la lumière visible, qui va du bleu, vert au rouge, un peu comme ce que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Avant et après, on trouve des spectres de l'invisible, ce sont les ultraviolets à gauche, hein, qui nous aident à bronzer, et à droite, ce sont les infrarouges qui chauffent.
Donc le domaine visible, c'est une petite partie du spectre électromagnétique qui représente un segment de longueur d'onde qui va de 400, on verra après, mais de 400 à 700 nanomètres. Donc c'est seulement cette portion du spectre total de notre œil que notre œil est capable de percevoir. Alors justement, comment fait l'œil pour voir les couleurs? Vite fait, la lumière pénètre ici par la cornée, dans l'œil par la cornée. Juste derrière, vous avez la pupille qui change de taille en fonction de l'intensité, suivant le jour ou la nuit. La lumière arrive sur le cristallin. Le cristallin change de forme également pour focaliser les rayons lumineux sur la rétine en fonction de la distance de l'objet. Donc c'est lui qui focalise. Et le rayonnement est envoyé ensuite sur la rétine. La rétine, c'est le globe ici que vous avez, la petite peau ici que vous avez en orange, et qui se trouve, et les rayons vont être projetés dans le fond de l'œil, où se trouvent des photorécepteurs, comme si c'était en fait la pellicule, le film d'un appareil photo, un vieil appareil photo. Et en détail à droite, là, on voit le détail de ces photorécepteurs qui sont donc au fond de la rétine. Ces photorécepteurs sont constitués, en fait, c'est ce qui implique la vision, et c'est constitué en fait d'une multitude de bâtonnets et de cônes. Les bâtonnets, les petits bâtonnets qui sont là, fonctionnent en présence de très peu de lumière. On les utilise pour la vision nocturne. Il faut très peu de lumière pour les activer. Par contre, ils ne détectent pas les couleurs. C'est pour ça qu'on va voir la nuit, on va voir des nuances de gris. Et puis, il y a les cônes. Les cônes, par contre, ont besoin de beaucoup plus de lumière pour fonctionner et servent à voir les couleurs. On a 3 types de cônes qui sont sensibles aux couleurs bleu, vert et rouge. L'œil humain contient 6 millions de cônes et 100 millions de bâtonnets. Alors, il y a surtout beaucoup de cônes dans la fovea, qui est ici, qui est une région très au fond de l'œil, qui va nous donner, en fait, nous permettre de voir avec netteté et précision. Et puis enfin, l'information ensuite, elle est communiquée, elle est transmise aux cellules nerveuses de la rétine qui communiquent au cerveau ce que les photorécepteurs ont vu, ont perçu via le nerf optique, et en final, on va retransmettre l'image que l'on voit. Alors, combien de couleurs est-on capable de percevoir? Certaines études sur l'œil humain disent qu'on peut discerner près de 10 millions de couleurs différentes. On voit sur ce graphique que ces nuances que l'on peut percevoir, donc c'est la sensibilité de l'œil à percevoir les ondes de couleur, on retrouve beaucoup de jaune et de vert bleu. Or ça, c'est lié, on dit que c'est l'évolution de l'homme dans la nature qui aurait eu besoin de ces nuances pour identifier les gibiers, les prédateurs dans la nature. Mais on peut percevoir différemment aussi en fonction du sexe et de l'origine géographique même. Alors maintenant, comment identifier les couleurs? De quoi a-t-on besoin? Et on verra ensuite le but, comment mesurer les couleurs. Pour cela, déjà, il faut définir une source de lumière. Dans le cadre de la mesure, on va utiliser une source d'éclairage avec des caractéristiques précises que on va appeler un illuminant. Donc généralement, c'est une lumière blanche. Après, on a besoin d'un objet à voir dans l'environnement, et dans le cadre de la mesure, on a besoin d'un échantillon bien défini, simple à utiliser, et en l'occurrence, on utilise des petites plaques, des petites fiches de couleurs. Et puis, évidemment, il faut un observateur, celui qui regarde. Dans la nature, c'est nous, mais dans le cas d'un système de mesure, on va définir, on va chercher un observateur standard qu'on va définir pour un appareil de mesure. C'est un œil de référence capable de faire la comparaison des couleurs. Et à la fin, on réunit tout ça dans un modèle mathématique pour mesurer la couleur.
Donc, évidemment, il existe des règles à suivre qui sont définies par un standard. C'est la Commission internationale de l'éclairement, le CIE. C'est l'autorité internationale en termes, en matière de lumière, d'éclairage, de couleur, qui a été créée en 1913 et qui existe depuis bien avant. Donc voilà un petit peu pour ce que l'on va décortiquer, ce que l'on va décrire un par un, ces éléments, ces trois facteurs qui influencent la vision, la définition de la couleur. Alors, je vais juste pousser ça. Voilà. Excusez-moi. Donc, comme vu précédemment, le domaine du visible n'est qu'une partie de l'ensemble du spectre électromagnétique contenant les bandes de couleurs. Et chaque longueur d'onde, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous avez les ondes donc entre 400 et 700 nanomètres. Problème. Voilà. Et chaque longueur d'onde donne une couleur, ça on l'a vu, mais chaque... Excusez-moi, j'ai un problème avec mon clavier. Ah, pardon. Et chaque longueur d'onde porte également une certaine énergie. C'est l'énergie dite relative au spectral de la lumière. Et on constate en définitive, ici, donc c'est une lumière solaire diurne, hein, donc c'est le soleil blanche la lumière blanche du soleil. Et on constate ici donc l'énergie relative. On voit que l'énergie, selon les longueurs d'onde, donc selon les couleurs, est assez proche. Il n'y a pas de pic important. Et c'est en fait c'est ça qui combine, qui permet d'avoir ce blanc de cette lumière blanche du soleil. Et avec, excepté un petit pic dans les bleus. Voilà. Donc la lumière, c'est la représentation mathématique d'une énergie pour chaque longueur d'onde en fait. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc la source de lumière, on commence un peu, on va regarder, on va, je dirais, analyser, chercher un petit peu à définir la source lumineuse, notre illuminant. Donc la source de lumière est censée être d'origine naturelle, évidemment, hein, comme la lumière du jour, mais ça peut être aussi une ampoule à incandescence ou un tube néon. C'est l'illuminant hein, qui correspond à la représentation mathématique de l'énergie, des longueurs d'onde, c'est le système d'éclairage, avec des caractéristiques spectrales bien différentes selon le type de source lumineuse. Hein. Par exemple, on va avoir ici un profil, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'énergie dégagée par la source lumineuse pour chaque longueur d'onde. Voilà le profil un petit peu que l'on obtient avec la lumière du jour. Si on passe donc on a un profil dans ce cas-là assez, on va dire, régulier, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la lumière du jour. Par contre, si on passe sur la lampe à incandescence, on a quelque chose de complètement différent, avec une courbe croissante, et la lampe à incandescence en fait, c'est ce que l'on appelle souvent une lumière chaude. Et on a une contribution, vous voyez ici, on a une contribution très forte dans cette lumière, on a une contribution très forte de la notion de rouge, hein, de la couleur rouge. Et puis vous avez aussi pour le néon un autre profil complètement différent, plus saccadé, avec des pics, plus dans le bleu et dans le vert jaune, et qu'on définit aussi comme la lumière froide. Donc ces sources lumineuses, il en existe d'autres. Elles sont définies par ces abréviations D, A, F. Donc D65, c'est la lumière de midi, c'est bien défini. Il y a aussi le C qui définit la lumière moyenne du jour. Le A, c'est la lampe à incandescence. Et le F, c'est des lumières fluorescentes, comme le néon pour le F2. À l'avenir, on pourrait également voir venir les sources lumineuses LED, mais a priori, c'est pas simple à normaliser pour le moment. Il existe une large gamme de LED avec des spécifications propres à chaque fabricant.
Donc, il faut un petit peu normaliser ça. On devrait pouvoir s'orienter vers des solutions de LED froide, LED chaude, et donc se reporter au système plus ou moins qui existe ici. Mais attention, les couleurs peuvent ne pas être perçues de la même façon sous différentes sources de lumière. Ça, on l'a déjà vu, je pense, entre la lumière du jour ou un magasin de vêtements. Vous avez pu constater ça. Et pour faire un exemple, hein, on prend une paire de fiches de nuances de jaune, deux jaunes un petit peu différents, on les met côte à côte et on les éclaire avec un tube néon et on voit que bon, bah, il y a une différence, mais là, visuellement, on ne voit rien. Maintenant, si on les passe sous l'incandescence, eh ben, on ne voit pas de différence entre les deux plaquettes. Par contre, par rapport au néon, on se rend compte qu'on a une couleur qui est quand même plus orangée, avec un ton plus rouge. Et puis enfin, sous la lumière du jour, bah, les plaquettes, on voit quand même une petite différence sur la plaquette de gauche, ici où c'est une nuance un peu plus foncée que celle de droite. Et on revient avec un jaune beaucoup plus clair par rapport aux autres systèmes. Donc ce phénomène de perception, ça s'appelle le métamérisme, hein, c'est l'effet c'est l'effet produit lorsque les couleurs qui semblent identiques hein, à l'œil nu sous une certaine lumière présentent des tons en fait différents. Tout ça parce qu'elles sont éclairées par une source lumineuse différente. Donc, en conclusion, bah, il faudrait bien définir un illuminant bien précis, une source d'éclairage pour faire nos comparaisons de couleurs dans nos mesures. Alors maintenant, comment la lumière agit-elle sur la matière, sur l'objet hein? On montre ici la réaction d'une source, donc on a un rayon incident, une source lumineuse blanche comme le soleil qu'on a vu dans l'espace, qui vient en contact de la paroi de l'objet, hein, c'est un échantillon, on va dire un échantillon, une plaquette de couleur jaune. Donc la réaction est immédiate par la formation d'une réflexion, ce qu'on appelle spéculaire, c'est une réflexion de la lumière très régulière qui se produit au contact de surfaces parfaitement planes ou polies. On y retrouvera la sensation de brillance, on verra ensuite. Une bonne partie des rayons sont absorbés directement par la matière. Et enfin, on a la réflexion diffuse qui va amener, c'est elle qui va amener la couleur à notre œil. Et cette lumière réfléchie peut être quantifiée pour chaque longueur d'onde et il s'agit de la courbe spectrale des caractéristiques de couleur de notre objet. Voilà. L'échantillon jaune a cette représentation colorimétrique de la répartition de couleurs, avec une faible proportion de bleu et une forte proportion dans les verts, jaunes, rouges. Alors, maintenant, troisième point, troisième facteur, troisième élément, c'est l'observateur standard. Bon, c'est un peu, on va voir très rapidement et le plus simplement possible, car c'est un peu complexe. Hein, ce sont des expériences qui ont été menées avec des humains, avec des hommes, afin d'établir un observateur standard qui servira en fait de base pour l'ensemble des mesures et calculs colorimétriques. C'est en quelque sorte un œil parfait, doté d'une perception visuelle représentative, un œil représentatif de la population moyenne, sans tenir compte hein, évidemment du sexe, de l'environnement qui influencerait le rendu des couleurs. Donc là, on a un observateur qui regarde un écran blanc, ici, au travers d'une ouverture, d'une petite ouverture de 2 degrés. Et on divise l'écran en deux. D'un côté, vous avez en bas l'écran qui est éclairé par une lampe test avec un filtre jaune. À ce moment, l'œil donc perçoit cette image jaune dans le cerveau. Et puis, de l'autre côté, on a l'observateur règle l'intensité de 3 lumières de couleur primaire, le bleu, le vert et le rouge.
et qui se mélangent jusqu'à correspondre à la couleur de la lumière test jaune qui est de l'autre côté. Et à chaque fois, le cerveau analyse cette combinaison de couleurs. Et voilà, et en mélangeant ces trois couleurs, à la fin, on arrive sur le jaune qui est ici. Et on appelle ça, en fait, la synthèse additive des couleurs, représentée par cette rosace, avec des couleurs primaires hein, qu'on a travaillées, c'est le bleu, le rouge et le vert, puis les couleurs secondaires, le magenta, le cyan et le jaune. Au milieu, on trouve le blanc, qui est donc la combinaison du rouge, bleu, vert. C'est un peu comme le système de nos téléviseurs avec des LED proches les unes des autres que l'on allume et qui s'allument et qui s'éteignent de façon variable, plus ou moins, et qui nous donnent en final la perception de couleur. Évidemment, on a reproduit cet essai pour couvrir l'ensemble du spectre visible en suivant le standard de la CIE, hein, de la Commission internationale d'éclairement, pour aboutir à un œil humain imaginaire. Ce sera le modèle, une moyenne de tous les résultats. Et on arrive en final à un modèle colorimétrique X, Y, Z. En trait continu, on a notre système, on a un profil qu'on a obtenu grâce à la mesure fait avec l'observateur standard qu'on a vu précédemment, celui qui s'appelle donc 2 degrés, qui date de 1931. Et en pointillé, c'est un autre modèle, un autre profil de courbe, mais fait avec l'observateur standard CIE 10 degrés, qui est plus récent et qui a un champ de vision de 10 degrés. Et on a fait ça, on s'est rendu compte que le champ visuel normal de perception de la perception humaine était supérieur à 2 degrés en fait. Et avec 10 degrés, on utilise l'ensemble des photorécepteurs que sont les cônes qu'on a vus précédemment, les cônes rouges, verts, bleus, qui sont au fond de notre œil. Et donc du coup, on a je dirais un rendu plus proche, plus réel, a priori. Et c'est ce qu'a défini le CIE comme standard, je dirais, comme observateur standard de référence pour la mesure de couleur. Donc en final, ces composantes X, Y, Z, ça représente la luminance, l'intensité lumineuse et la saturation ou ce qu'on appelle la chromaticité d'une couleur, la saturation. Ces trois valeurs, donc sont dites tristimulus, sont fonction de l'illuminant, hein, donc la source d'éclairage, de la réflectance de l'objet et de l'observateur humain choisi. Alors, on vient donc maintenant de voir nos trois facteurs qui définissent la couleur, hein, dont on a besoin pour mesurer la couleur, hein, la source lumineuse, l'objet et l'observateur standard. Maintenant, on va voir comment mesurer les couleurs. Pour ça, on utilise un appareil, un spectrophotomètre ou un spectrocolorimétre qui émet un flash, ici un flash de lumière blanche, dans une sphère qui est complètement lisse et miroir, un polymiroir à l'intérieur, et qui éclaire un échantillon que l'on va mesurer. C'est une pastille jaune. Et la lumière blanche, elle est réfléchie, passe à être décomposée en plusieurs rayons de couleurs et passe dans un système de diodes qui va décortiquer chaque longueur d'onde et renseigner, je dirais, notre algorithme de calcul. Et après ce calcul, eh bien, il en sort des coordonnées pour chaque longueur d'onde de X, Y, Z. Et il n'y a pas d'unité particulière hein, sur ces coordonnées. Donc l'espace des couleurs X, Y, Z, elle est représentée par un diagramme des couleurs à 2 dimensions, ici, diagramme de chromaticité, mais qui n'est pas très simple, très pratique à utiliser. Alors, dans ce cas, le CIE a conçu en 1976, a développé un nouveau modèle mathématique, c'est l'espace colorimétrique CIE LAB,
donc ça je pense que ça vous parle peut-être plus directement, qui fait appel à une théorie, la théorie des couleurs opposées. C'est-à-dire qu'on oppose le blanc au noir, le vert au rouge et le bleu au jaune. Le L, c'est la luminance, c'est-à-dire la luminosité, qui représente la clarté. Hein. Le L0, ce sera complètement noir, et un L à 100, ce sera du blanc pur. Et puis, vous avez les axes A et B, je vous l'ai dit, donc, qui sont ce qu'on appelle aussi sont les paramètres de chrominance. Alors, et ça, eh bien, ce système LAB, ben, ça nous offre la possibilité, ça nous offre un espace tridimensionnel dans lequel on peut attribuer des coordonnées spatiales L, A, B à une couleur et en final mesurer la distance aussi qui sépare une couleur de sa référence idéale. Alors l'axe L, on l'a vu, hein, perpendiculaire au plan, donc c'est la clarté, on dit aussi gris neutre. Voilà, donc grosso modo, normalement, toutes les couleurs qui peuvent être perçues visuellement par l'œil peuvent être tracées de cette façon dans cet espace LAB. Alors maintenant, grâce à ces coordonnées LAB, on va pouvoir comparer les couleurs entre elles. Pour évaluer la couleur d'un échantillon, comme ici une fiche jaune, une fiche de couleur jaune, on a faut comparer, on a une fiche de couleur jaune, il faut la comparer, il faut mesurer cette plaquette et puis la mesurer avec une fiche de couleur de référence, un étalon. Alors, comme valeur de référence, on va par exemple garder des plaquettes moulées d'un premier lot de compound que l'on aura produit et que le client aura certifié conforme. Mais on enregistrera bien évidemment aussi les coordonnées dans les instruments de mesure hein, du laboratoire, car avec le temps, la matière peut virer de couleur ou on peut perdre les fiches ou les coordonnées. Et la différence de couleur entre ces deux fiches, donc ici on a les coordonnées pour chacune des fiches couleurs, et puis on va faire la différence de couleur entre ces deux fiches. C'est la différence mathématique en fait des coordonnées de l'échantillon et de la plaquette de référence. Et on obtient des deltas, les deltas L, les deltas A, les deltas B. Donc ça, je pense que ça vous parle aussi. Si on analyse le résultat obtenu ici, hein, on se rend compte que vous avez un delta L positif. Donc ça veut dire que l'échantillon est plutôt clair, ce qu'on peut voir un peu à l'écran. Par contre, le delta A est négatif, donc un échantillon, si delta A négatif, ça veut dire qu'il va virer un peu plus dans le vert. Et le delta B est négatif aussi, ce qui indique donc le B négatif, c'est plus dans le bleu par rapport à l'étalon. Alors, il faut parler aussi de tolérance. Hein, comment déterminer si une couleur est acceptable? Quelles seraient les tolérances acceptables pour une couleur? Bien entendu, les exigences varient hein, en fonction des secteurs d'activité, des domaines d'application. Dans l'automobile, ils sont très pointus hein, au niveau de l'esthétique des pièces intérieures, de décoration intérieure ou extérieure. Mais ça dépend aussi du type de couleur. Hein. Par exemple, un jaune, on a plus de latitude sur l'axe B, mais plus réduit sur l'axe A. Donc c'est un peu complexe à ce niveau-là. Voilà, faut juste bien considérer que les tolérances, elles doivent tenir compte de la couleur. Elles sont pas, on peut pas les généraliser de façon systématique pour la clarté, pour l'axe A ou l'axe B, ou d'une façon générale pour toutes les couleurs. Donc pour illustrer, hein, on a je vous disais, les tolérances dépendent de la couleur. On sait que l'espace couleur, c'est pas uniforme sur tous les axes. Plus une couleur est claire, par exemple, plus la tolérance sur elle sera élevée.
Et normalement, par contre, les tolérances sur A et B seront, donc les couleurs, seront plus faibles, plus resserrées. S'il s'agit de couleurs plus chromatiques, donc plus saturées en couleur, alors c'est le contraire. La tolérance sur A et sur B on aura plus de latitude. Bon, il faut prendre ça avec un petit peu de distance, mais pour exemple, on prend deux tons de gris avec un delta A qui est assez faible, mais un delta A en fait, hein, c'est du rouge en plus. Et on voit que à droite, il y a une différence et avec peut-être une pointe de rouge effectivement en plus. Mais c'est pas visible. Franchement, c'est très, c'est pas visible. Ça reste visible toutefois. Si, ça reste visible dans ce cas-là. Et pourtant, ce que je veux dire, c'est que on n'a que 0,15 de delta. C'est pas énorme. Comparativement à, par exemple, si on prend un rouge, où là, on a un delta, on se permet un delta A de 1, donc 10 fois supérieur, eh bien là, on voit, de par la saturation du rouge, on voit pas une différence aussi nette. Donc voilà, donc juste pour dire que les tolérances ne sont pas forcément applicables, les mêmes tolérances ne sont pas forcément applicables à toutes les couleurs. Alors, il existe une valeur qui prend en compte la différence totale des coordonnées L, A, B, qu'on connaît bien, c'est le delta E. Donc ça, c'est important. C'est le résultat de cette formule qui nous donne ici delta L au carré plus delta A au carré plus delta B au carré. Et c'est cette différence, ça va nous donner en fait la différence entre l'échantillon et la référence dans l'espace couleur. Donc c'est une spécification qu'on demande beaucoup dans les cahiers des charges. C'est une donnée importante, mais aussi trompeuse si on l'exploite pas correctement. Et ça, on peut prendre le cas, par exemple, ici, d'un exemple avec une référence d'une couleur à l'écran. Et si on a une référence couleur et on prend deux lots. Donc deux lots de deux batchs différents, donc. Et on se rend compte ici dans un premier lot, dans le batch 1, qu'on a une couleur entre notre échantillon batch 1 et notre référence qui est relativement proche. Et on prend un deuxième lot d'une couleur similaire, c'est la même couleur, eh bien on se rend compte qu'il y a une petite différence par rapport au batch 1 déjà, mais aussi par rapport surtout à sa référence. Et pourtant, si on regarde un petit peu les résultats du delta E par la formule, on a 1 pour les deux batchs. Mais, donc, a priori, on se dit, le delta E est identique, donc c'est bon. Et ben non, visuellement, on a un écart. Pourquoi? Parce que si on regarde en détail les formules, bien ici, on se rend compte qu'on a des valeurs similaires sur les axes L, A, B. Par contre, ici, sur le deuxième batch, on se rend compte qu'on a une valeur sur A qui est relativement importante et qui va changer complètement la donne en orientant l'échantillon batch 2 ici vers un peu plus de rouge. Donc voilà, c'est important ce paramètre delta E, il ne faut pas le considérer, je dirais uniquement comme une valeur de référence, il faut faire attention. Un delta E, alors un delta E inférieur autour de 1, il n'est pas perceptible. Autour de 2, c'est perceptible, mais faut être attentif, c'est un œil un peu exercé. Et en dessous de 3, entre 2 et 3, on peut le voir normalement pour un œil averti. Au-dessus de 5, 4 ou 5, c'est delta E 4 ou 5, c'est vraiment une différence évidente. Alors, on a vu précédemment, la lumière est réfléchie et diffusée au contact d'une surface. C'est la quantité de lumière diffusée, donc c'est la réflexion diffuse, ici, qui nous donnera cette sensation, la sensation de couleur. Plus la surface est brillante, plus la réflexion spéculaire sera élevée et donnera une couleur qui nous semble plus intense, plus saturée.
Sur des surfaces plus mates ou opaques, avec une rugosité plus importante, par exemple, la réflexion, la réflexion diffuse, elle devient de plus en plus importante et la couleur paraît plus claire, moins chargée en couleur. Et pour les matériaux opaques, bah, c'est encore plus important en termes de rendu de couleur. Et pour exemple encore, c'est voilà une plaque échantillon de matière avec 4 finitions possibles et on a l'impression en fait de voir 4 couleurs différentes. En haut à droite ici, vous avez le noir brillant, c'est une couleur intense, profond, saturé. Et sur les autres parties, bah, on a l'impression avec du grainage, bah, on rend la matière un peu plus terne, un peu plus blanchie. Donc c'est pour ça qu'en termes au laboratoire, bah, on préfère mesurer, travailler sur des mesures avec des finitions brillantes hein, qui sont plus faciles à évaluer. Alors si on vient de voir que l'état ou la rugosité de la surface influence la perception de la couleur, mais la couleur aussi est un élément significatif. On voit nettement ici la différence, le cas du pastel, la différence de ton est plus atténuée à l'œil nu par rapport au noir que l'on a vu précédemment. Alors, pour terminer sur le principe de la colorimétrie, juste pour vous donner un aperçu des résultats qu'on peut obtenir des machines, des appareils de laboratoire, des appareils de mesure de couleur du laboratoire, on commence par un tableau avec toutes les valeurs, les composantes de réflexion pour chaque longueur d'onde, qui va de 400 à 700 nanomètres, pour l'échantillon à mesurer, mais on l'a fait aussi pour le référentiel couleur, pour sa référence couleur. De là, pardon, on génère la courbe spectrale, une courbe spectrale, la courbe de couleur à chaque longueur d'onde. En combinant nos données de longueur d'onde avec le type de source lumineuse, l'observateur standard choisi, et on obtient nos coordonnées LAB. On en déduit évidemment les deltas LAB, les écarts entre l'échantillon et la référence. Et enfin, on va pouvoir passer, on va représenter, on va donner une représentation graphique du résultat avec la position de notre échantillon par rapport à la référence. Et notre échantillon va être là, 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 là. C'est suivant le type de source lumineuse qu'on a déterminé. Là, on a fait plusieurs cas de sources lumineuses. Voilà ce qu'on peut obtenir en finale d'un résultat de test colorimétrique. Alors, maintenant, pourquoi colorer les matières plastiques? Je ne pense pas que ce soit la peine de s'attarder dessus, c'est évident. Tout d'abord, il y a une considération esthétique, décorative, pour attirer l'utilisateur à acheter un produit plus qu'un autre, à performance technique équivalente. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais on peut aussi trouver des exigences de couleurs au cahier des charges pour un motif réglementaires, par exemple le rouge pour le matériel incendie, le jaune pour les appareils de sécurité, ou même le bleu, par exemple, on peut avoir, nous on travaille dans le domaine des matières détectables pour le secteur agroalimentaire, et eh bien on a besoin de matières, d'identifier visuellement les particules qui pourraient se détacher dans les, des ustensiles ou des outils ou des containers qui se retrouvent sur les chaînes de conditionnement dans l'agroalimentaire. Et on a besoin d'identifier ces petites particules qui pourraient se détacher. Et donc, il y a un code couleur qui est plutôt le bleu. Voilà donc un intérêt fonctionnel à utiliser la coloration dans les pièces techniques. Des pièces plus techniques, on va dire. Alors, pourquoi est-il important aussi de classer les couleurs et comment les classer? D'abord, on a besoin de décrire les couleurs de façon rationnelle entre nous. Il est préférable de donner à chaque couleur une référence non ambiguë, reproductible, plutôt que d'attribuer des noms très subjectifs, rouge cerise ou jaune poussin. On peut aussi éviter d'échanger par ce biais-là. On peut échanger des plaquettes, hein. Souvent c'est le cas. On échange des plaquettes échantillons physiquement, on s'envoie des fiches par courrier. Bon, voilà, si on peut réduire cet échange de courrier,
eh bien, il faut essayer de s'entendre sur des valeurs numériques uniques, universelles, et qui seront reproductibles facilement et communicables facilement. Et pour ça, bah, on a aujourd'hui, il existe des catalogues de couleurs. On parle de nuancier RAL, c'est le plus utilisé dans le secteur technique, créé en Allemagne dans les années 20, 1920. Et donc on va, par exemple, les RAL 7035 pour un gris clair, les RAL 3000 pour le rouge, les RAL 9001 pour le blanc. Mais il existe aussi les nuanciers, d'autres nuanciers, en l'occurrence le nuancier Pantone, qui est très prisé des graphistes et des designers, mais qui devient de plus en plus utilisé en plasturgie. Donc voilà, donc juste un exemple hein, des grandes marques communiques qui sont importantes, hein, communiquent et sont reconnaissables à leur couleur de logo. Hein, c'est ce qu'on appelle la charte. Et l'utilise, et chez nous, moi c'est pareil, la TI, on utilise un code couleur propre pour notre logo, c'est un bleu Pantone, et c'est donc la référence que nous communiquons aux graphistes, à l'imprimeur, pour réaliser nos documentations et cartes de visite, etc. Alors, nous en arrivons maintenant à la dernière partie pour décrire véritablement comment colorer les matières plastiques. On utilise couramment les termes de colorant et de pigment sans vraiment de distinction. Alors, il existe effectivement les colorants, proprement dit, ce sont des poudres, en fait. Ensuite, il existe les pigments. Alors, il y a des pigments organiques, qui sont des poudres aussi. On va les retrouver pour certains pigments verts, bleus, des phthalocyanines. Et enfin, il y a les pigments inorganiques ou d'origine minérale, qui sont encore des poudres. On a les oxydes de titane, les oxydes de fer, l'alumine, le carbone black. Donc, a priori, on n'a que des poudres, mais qui se distinguent par leur comportement propre et leur capacité à se diffuser dans la résine. Les colorants, eux, sont des substances organiques très colorées, intensément colorées, et ils sont solubles complètement dans la matrice. Du coup, après emploi, on ne retrouve plus aucune trace de ces poudres de colorants. C'est comme si on plonge un sachet de thé dans une tasse, sa diffusion est instantanée et la coloration de l'eau est immédiate. De ce fait, les colorants laissent des propriétés de transparence, en fait. Ils ne rendent pas opaque la matrice, la résine de base. C'est le cas pour les polycarbonates bleutés, des gyrophares de police ou des pompiers, ou les feux arrière de voitures qu'on voit orange, rouge. Dans ce cas-là, on utilise dans le polycarbonate, on utilise des colorants macrolec. Et puis, vous avez ensuite les pigments, de façon générale, eux, sont insolubles. Ils se dispersent dans la matrice plus ou moins finement, selon s'ils sont organiques ou inorganiques. Mais ils gardent une certaine, ils conservent leur propre structure en fait. C'est une structure cristalline. Ils gardent leur structure. Ils ne sont pas miscibles complètement. Et de ce fait, en faisant une analyse poussée, hein, on serait capable de retrouver les traces de nos pigments dans la matière. C'est un peu comme si on mettait du sable dans l'eau et tout en agitant, le sable reste en suspension. Si on arrête d'agiter, bah, les particules se redéposent au fond de l'eau. Voilà. Donc, on peut jeter un coup d'œil rapide aux propriétés de ces additifs de coloration, à ces différents types d'additifs. Bien évidemment, il faut préciser hein, d'abord que les colorants ou les pigments organiques doivent être compatibles avec le polymère de base à colorer. Hein, ils doivent aussi supporter le process de transformation. Si l'additif se dégrade, alors on perd leurs propriétés, et donc leur efficacité. Ça, c'est beaucoup le cas pour les colorants et les pigments organiques, parce que le colorant est organique. Donc, tout ce qui est organique, pigments et colorants, attention. Les pigments inorganiques, eux, sont d'origine minérale et ne sont pas miscibles dans la matrice. Ils n'ont aucune affinité avec les polymères véritablement et ils supportent mieux la transformation. On va donc pouvoir les utiliser indifféremment sur plus de matières plastiques.
Donc, quand on parle de pouvoir couvrant, un haut pouvoir couvrant, bah, ça signifie que on a besoin de moins d'additifs pour atteindre la teinte désirée. Donc là, effectivement, les colorants, les pigments organiques, on a beaucoup plus de possibilités. Après, il y a le phénomène de transparence. On a vu que les colorants étaient plus adaptés pour garder la transparence. Pour les pigments inorganiques comme le noir, le blanc ou le bleu, c'est moins le cas. Hein. Ici, par exemple, hein, juste un exemple, on a fait un essai avec donc une transparence sur un ton bleuté et voilà, à quantité d'additifs équivalents, on a quelque chose de beaucoup plus terne avec des pigments inorganiques. Et par contre, avec le colorant, on a quelque chose qui flash quand même, qui rend beaucoup mieux. Et puis, il y a aussi la stabilité thermique, ce qu'on disait tout à l'heure. Les colorants sont beaucoup plus délicats hein, en termes de stabilité, à capacité à supporter les conditions de transformation sur des, si on doit monter haut en transformation dans le cylindre au moment de l'injection, de l'extrusion. Et on peut voir sur les photos, voilà, cette possibilité de se dégrader, de dégrader les pigments à la surface de la pièce lorsqu'on injecte. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer d'autre on peut retrouver la migration du colorant. Hein, la migration du colorant peut apparaître en raison d'une mauvaise compatibilité avec la matrice polymère, ou aussi si le pourcentage d'emploi est trop élevé. Hein, c'est le cas ici sur la fiche orange. On est à température ambiante, mais on peut aussi le retrouver directement dans les moules. On peut se déposer sur les moules. Alors, le coût aussi, le coût des colorants qui ont une efficacité importante est très élevé. Donc ça va de quelques euros pour les pigments inorganiques à plusieurs centaines d'euros hein, pour les colorants majeurs, des colorants, je dirais, de pointe. Donc le prix a toujours été un souci, hein, pas seulement aujourd'hui, on peut surgir. Hein, il suffit de se pencher sur le cas des artistes peintres du Moyen Âge, par exemple. Hein, en fonction du budget alloué à une œuvre par l'art mécène, le peintre pouvait être amené à choisir telle ou telle couleur par rapport à une autre. Dans leur tableau, ils étaient obligés de s'interdire certaines couleurs parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget possible, suffisant. Pardon. Et puis, on peut aussi dire qu'il ne faut pas exagérer sur la coloration, mais l'utiliser à bon escient. Hein, ça peut être contre-productif sur les performances de la matière et donc des pièces moulées en termes de résistance mécanique ou même de comportement au feu. Donc, attention. Et enfin, on peut parler on peut tenir compte de l'application, il faut tenir compte de l'application finale du produit. Par exemple, l'exposition des pièces moulées hein, et colorées à l'extérieur. Cela va influencer le choix de la composition des pigments et leur composition pour colorer un composant. Donc par exemple, on a un plastique exposé au rayon UV ici, pour une plaquette rouge, on a utilisé une part de colorant. Ici, dans la référence, on a une part de colorant et de pigments organiques. Le colorant a une stabilité plus faible à la lumière ici et après exposition, on se rend compte que en quelque sorte, le colorant s'est évaporé naturellement et laisse une plaquette ici avec un fond plus pauvre. Mais on peut aussi avoir des exigences d'utilisation à des températures élevées pendant un certain temps. Ici, on a un échantillon orange porté à 120 degrés. Donc la référence est portée à 120 degrés pendant 100 heures. Jusqu'à 500 heures, on voit que le colorant se comporte bien, la couleur est stable. Même, on l'a fait même jusqu'à 1000 heures. Et c'est stable. Par contre, si on reste dans les mêmes conditions
de temps d'endurance thermique, mais on monte à 140 degrés, eh bien là, l'échantillon vire complètement de couleur. Et pourtant, hein, c'est le même temps, on reste à 500 heures d'exposition. Donc la température est influente. Pour finir, il faut bien considérer que la coloration que la coloration est fortement influencée par la composition des compounds, pas seulement la matrice, hein, pas seulement le polymère de base. Chez Lati, on fabrique régulièrement des compounds de toutes sortes avec des exigences couleurs. On va retrouver des formulations avec des charges, des renforts différents, des grades inifugés, des additifs lubrifiants comme du PTFE. En finale, on peut constater, comme vous voyez ici à l'écran, des variations de teintes suivant la multitude de combinaisons possibles en fait de charges. Mais et on est parti sur la même base d'un RAL 3000. Vous avez ici par exemple une différence entre le PA et le PA chargé fibre de verre. Ici un PA non chargé mais inifugé V0 sans halogène. Ici un PA chargé fibre de verre V0 avec des halogènes, inifugé V0 avec des halogènes. Ici, le même PA, mais inifugé avec un autre type d'inifugent qui est un sans halogène exolite. Vous voyez un peu plus clair par rapport à celui-là. Pourtant, c'est PA, fibre de verre, même pourcentage de fibre de verre, mais V0, mais un type d'inifugent différent. Vous avez des PA fibre de verre lubrifiés. Donc, vous voyez déjà PA fibre de verre ici, PA fibre de verre ici. Alors, le rouge sur rouge, c'est pas super, mais la lubrification, l'additif lubrifiant apporte une nuance. Et puis, vous pouvez avoir des différences, évidemment, aussi amené par la résine, entre un PA, par exemple, PA ici, et le PBT ici, qui est inifugé, non, excusez-moi, le PA ici et le PBT ici, qui est inifugé avec fibre de verre et le même halogène, eh bien, on peut avoir une petite teinte différente. Voilà, donc on a prévu de donner une suite à ce webinaire, d'aujourd'hui, dans la continuité du thème de l'esthétique et de la coloration. On le fera donc l'année prochaine et on y reprendra plus en détail justement cet impact de la coloration sur les propriétés du compound et donc des pièces moulées, hein, donc la résistance mécanique, électrique, le comportement au feu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela a pu vous être utile. Le but est de donner quelques notions. C'est pas de faire un cours de théorie, mais de donner quelques bases pour interpréter les problèmes et ce que l'on peut avoir comme souci à mettre au point une couleur et peut-être anticiper les demandes de coloration. Voilà, il faut vraiment faire attention et voir ce qui vraiment est faisable et ce qui vaut le coup d'être fait aussi. Donc comme d'habitude, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous recevrez un lien avec le replay, les slides de présentation. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Le prochain épisode, c'est le 15 décembre et on évoquera justement les compounds auto-extinguibles. Donc là, c'est un sujet assez intéressant aujourd'hui, très actuel. Si je regarde si vous avez des questions, s'il y a des questions. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, je vais agrandir. Participants, questions. Non, 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 chat, non. Eh bien, pas de questions. Pas de questions. Dans ce cas-là, je vous propose de nous quitter. Je vous laisse avec un petit film éventuellement sur nos produits. Et puis, je vous dis à bientôt.